are going in. No, please. Mom, stop. Go. I was skating all day, denim was so... What is your name? What the fuck? What is your name? Fuck shit. Fuck shit. Jesus. Listen to me. You do not give my son alcohol. Ma'am. Bitch. Ma'am. You do not give my son drugs. Do you understand me? Cool. It better be cool, fuckhead, or whatever the fuck your name is. Stay away from my son. He's not like you. Is she mad about the finger? What fingering? Say goodbye, Stevie. This is the last time you're coming here. Hey, but baby, what's your number, though? Stevie Mom. You not taking that down. You not taking that down. They look like fucking gang members. What you just did to me back Who there? are these I kids? can't fucking trust you. I don't can't fucking trust know you. me? Shut the fuck up. Hey, you Shut up. Shut the fuck up. Shut up. Shut up. I just want to know where you are. Shut the fuck up. Why are you still talking to me? I just want to know where. Just let me talk. I just want to know where you are. No. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules of bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 11, épisode 33. La nostalgie est partout sur les écrans et dans les sphères culturelles, pourrissant tout dans un parfum rétrograde et réactionnaire. Mid-90s nous ramène en 1995, évitant cet écueil dans cette année-là où Carla poussait un cri pour la première fois et EAGO n'existait pas. À quelle année cette année-là ? Cette année-là, les tables de mix tiraient sur les guitares, on ne croyait plus qu'une révolution allait arriver cette année-là. C'était hier, mais aujourd'hui, rien n'a changé, et c'est le même merdier qui recommence ce soir. Et oui les kids, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma quel est mieux que les autres, et donc au programme ce soir. Vous l'avez peut-être compris, nous parlerons du premier film de John Hale en tant que metteur en scène mid-90s en français, normal, ou alors appelé Narmol, été 95 au Québec. Et ensuite, ce qui a limite plus de sens. Voilà, oui. Et ensuite, nous parlerons dans un tout autre style et un peu moins funky de la ressortie par Potemkin de Requiem pour un massacre, aka Va et regarde de L.M. Klimov, film de 1985. Et donc, pour parler de ce jeu programme autour de cette table, une bande de vieux briscards qui avaient déjà bien 20 ans en 1995. Il y a le docteur Erwan, bonsoir docteur. Bonsoir. Il y a carrément Floret, bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. À la mise en son de cette émission, il y a bien évidemment le fringant et pimpant Gal, bonsoir Gal. Bonsoir. La représentante de l'année 1995, donc Carla, ne peut pas être des nôtres ce soir, prise par, une fois de plus, quelle drôle d'idée du travail. Franchement, quelle indignité. Ah, je pensais que c'est parce qu'elle était vexée, voilà, d'être née trop tard, en fait. C'était pour ça. Ah là là, c'est des trucs de vieux, c'est n'importe quoi. Donc voilà, elle s'excuse bien évidemment platement et me traite de crétin par message, c'est pas très gentil, mais c'est ça les jeunes, que voulez-vous ? Ouais, ils ont plus de langage. Ils ont plus de langage, ils ont plus de manière. Alors ça, oui, parce que avant 1995, au moins, les jeunes respectaient les vieux. Il y avait le respect des anciens, quand voilà, même. Maintenant, tout ça a disparu. Ça part à volo. Ça part à volo. Ah, oui. Triste France. Moi, j'ai mal à ma France quand j'entends des choses exactement. comme ça. Exactement. Ah oui, c'est pas avec des jeunes comme ça qu'on va relever ma France. Ça, c'est sûr. Voilà, bref. Donc avant de parler de ces deux films, les agendas local, c'est une information principalement, puisque donc, vous le savez, sur le campus de Rennes et de Rennes 2, les cours sont terminés, donc plus de cinéma, hein, voilà, ça vaut pas le coup. Mais donc à l'Arvor, jeudi 9 mai, double programme soirée bûcheron proposé par nos camarades du Cinéma est mort, avec deux films. Ça commence à 19h45 avec Les Grandes Gueules de Robert Enrico avec Bourvil et Lino Ventura, un film absolument formidable. Super film. Un vrai film très très cool. Si vous aimez les troncs. Si vous aimez les troncs. Et en deuxième, donc encore un film avec des gros troncs, mais peut-être dans un autre style de plaisir, Le Clan des Irréductibles, Sometimes a Great Notion de Paul Newman, son deuxième long métrage en tant que metteur
metteur en scène avec Paul Newman lui-même et Henry Fonda. Un film absolument formidable, très très rare en salle. Il était ressorti en DVD et Blu-ray en France il y a 2 ans, mais c'est vraiment une rareté en salle. Donc moi j'ai personnellement très très hâte de le revoir sur grand écran, et donc nous vous encourageons à venir voir ces 2 films à l'Arvor jeudi prochain à partir de 19h45. Programme bûcheron. Voilà, donc venez avec vos chemises à carreaux. Voilà, avec vos belles chemises à carreaux, H non accepté, malheureusement. Sinon, dans agenda national, eh bien, comme on l'a déjà dit la semaine dernière, il n'y a pas grand-chose, puisqu'on est donc en plein de période avant Cannes, qui commence mercredi de la semaine prochaine, par ailleurs. Et donc, tous les blockbusters potentiellement sympathiques et les gros films d'auteur sortiront donc à la fin du mois de mai. Mais il y a quelques petites panouilles à ne pas se mettre sous la dent. Comme par exemple le reboot remake de Hellboy, réalisé par Neil Marshall, et désavoué même par les gens qui l'ont fait. D'accord. Ah oui. Par Neil Marshall lui-même, tu veux dire? Oui, Neil Marshall, oui, parce que évidemment c'est la prod qui a mis des bâtons dans les roues et ça n'a rien à voir avec le fait que je sois un incompétent total, mais... Neil Marshall, il avait plutôt bien remonté la pente avec ses épisodes pour Game of Thrones, parce que c'est lui qui réalisait les épisodes de bataille, et il avait plutôt... Moi je trouvais que c'était plutôt... Il a eu la excellente idée de partir sur ce remake d'Hellboy. Voilà, mais c'était pas une bonne idée de toute façon. Qui, comme toutes les franchises fantastiques, a un signe indéniable d'échec, c'est Mila Jovovich, qui joue la méchante du film. C'est quand même un signe. Sinon, il y a Les Crevettes Pailletées, film avec Alban Lenoir, qui serait un peu la version gay du Grand Bain, le film de Gilles Lelouch. D'accord, ouais. Voilà, donc c'est un nageur homophobe qui est obligé d'entraîner une équipe de nageurs gays. Okay. Voilà, ok, ça promet, Voilà, sinon il y a Quand nous étions sorcières, un film qui sort avec Björk. Ah non, je pensais que c'était le dernier Canet. Non, nous finirons ensemble. Voilà, Quand nous étions sorcières, pourquoi pas? Non, je déconne. Sinon, pour moi égal, il y a Pokémon Détective Pikachu qui sort j'ai vu demain. J'ai vu ça avec Ryan Reynolds qui fait la voix de Pikachu, qui a besoin de payer ses impôts. Non, je pense que moi, je suis qui fait ça pour ses enfants, peut-être. Peut-être, oui, voilà. C'est pas impossible qu'il fasse ça. Peut-être juste qu'il collectionne les cartes Pokémon. Peut-être aussi, ouais, peut-être. Sait-on jamais. Mais voilà, bref, moi, autre héritage des années 90. Exactement. Sinon, il y a de ressorties une arène nationale. Il y a La Salamandre de Tanner, grand cinéaste suisse qui ressort, probablement pas arène malheureusement. Et au TNB, il y a en ce moment une carte blanche à l'artiste Julie Duclos qui proposera notamment cette semaine le Nosferatu de Werner Herzog, film avec Klaus Kinski. Nosferatu, Vampire de la nuit, très exactement. Vampire de la nuit, exactement, avec évidemment Klaus Kinski et Isabella Gianni. Très très beau remake du film de Murnau, très différent mais absolument fascinant. Ouais, mais qui est vachement bien. Moi je l'avais déjà vu en salle quand ils avaient fait un double programme au Tambour il y a quelques années où ils avaient passé la version de Murnau et la version de Werner Herzog, et c'est absolument formidable. Ah, c'est bien. Donc voilà, allez voir ça. Il y a aussi quelques autres panneaux qui repassent. Il y a du Robert Bresson, il y a du Tarkovsky. Donc voilà, c'est plutôt une... Ouais, que des trucs qui sentent la joie. Voilà, c'est vrai que la gaudriole. C'est vraiment un programme bonne humeur. Je ne sais pas ce qu'est fait Julie Duclos, mais elle a l'air vraiment d'être funky. Hein. Ouais, ça sent le funky. Ouais. Voilà. Donc c'est le programme à Cannes, il y aura peut-être quelque chose. Il y a le Jarmouche dans 2 semaines. Voilà, qui fait l'ouverture. Il y aura le Tarantino qui sera présenté. Il y a le nouveau Keshish. Il y a plusieurs choses. Il y a du Almodovar aussi qui sort. Il y a le nouveau Almodovar aussi qui, je pense, sortira dans la foulée en général en France. C'est ça. Donc voilà. La semaine à venir, on aura peut-être normalement quelques petites choses à se mettre sous la dent. Donc on parlait de nostalgie, on parlait de Pokémon, on parlait des années 90. Donc on va y retourner tout de suite avec le film de Jonah Hill et une petite chanson des crétins du hip-hop. Keep it on and on and on and on. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et c'était les Beastie Boys avec Get It Together, chanson qui clôt le premier long métrage de Jonah Hill en tant que réalisateur mid-90s, donc 90s en français, ou été 95, appelez-le comme vous voulez. 90. 90. Qui donc, Jonah Hill, on le connaît pour être un des grands comédiens comiques, mais pas que du cinéma américain des 10-12 dernières années.
donc qui a débuté notamment dans les films produits ou réalisés par Joe D'Apato, puisqu'il apparaissait déjà dans 40 ans toujours puceau dans un second rôle. Et après, le rôle qu'il a véritablement fait exploser, c'est en 2007 dans le film de Greg Mottola avec Michael Cera, le chef-d'œuvre Superbad, où donc il avait déjà plus de 20 ans et il jouait absolument bien un gamin de 15 ans parce qu'il avait vraiment la même bouille de petit. Il y a des scènes, il y a des scènes de trucs de sang menstruel. Je me souviens c'est formidable. C'est le premier Judd Apatow que j'ai vu. Enfin, c'est la première prod du Judd Apatow que j'ai vu, moi, super grave. Et donc, Jonah Hill était un peu cantonné à ce moment-là, à la fois sur ce côté de film de bromance qu'il a fait avec toute la bande, avec les James Franco, avec les Paul Rudd, avec Michael Cera, ou ce genre de film, et peu à peu, sa carrière d'acteur a bifurqué, à la fois en alternant des films comiques comme les 21 et les 22 James Street avec Channing Tatum, et des rôles entre guillemets plus sérieux que ce soit chez Aaron Sorkin dans Moneyball, avec Martin Scorsese dans le Loup de Wall Street, ou ce genre de choses, où il est quand même affirmé comme un acteur dramatique excessivement convaincant qui arrivait à mettre une certaine mélancolie dans ses rôles et dans son cinéma. Et là, c'est donc le Mid-90s, comme son titre l'indiquait habilement, ça se passe donc à l'été 95, et c'est un film semi-autographique pour Jonah Hill, qu'il a mis quand même plus de 4 ans à monter et à pouvoir filmer, alors que pourtant on pourrait penser qu'une petite production avec l'assise financière et les succès commerciaux qui ont été les siens au fil de la dernière décennie, ça aurait peut-être été plus facile pour lui à monter. Donc comme je disais, semi-autographique pour lui, parce que donc en 1995 il avait le même âge que le personnage principal, qui a 13 ans je crois, c'est ça, 12 ou 13 ans, sauf que c'est évidemment c'est légèrement plus fictionnel, parce que là ça se passe dans la banlieue de Los Angeles, alors que lui a plutôt grandi dans des quartiers quand même un peu plus chics, parce que c'était ses meilleurs amis à l'époque étaient les enfants de Dustin Hoffman, ce qui quand même en termes de contexte de classe assez différent. Il vient d'où, Jonah Hill? C'est quoi sa famille à lui? Je crois que c'est ça, c'est Jonah Hill. Je crois que c'est peut-être ses parents qui sont professeurs d'art dramatique, ce genre de choses. D'accord, ils sont un peu dans le milieu. Voilà, qui étaient quand même déjà un petit peu dans le sérail du monde du spectacle, comme on dit, mais semi-autobus, parce que ça raconte l'histoire de ce gamin de 13 ans qui est d'ailleurs fasciné par l'attirail que possède son grand frère, notamment par les nombreuses cassettes de musique dont il dispose, et aussi par les multiples chaussures de sport que le grand frère possède. Les casquettes. Mais évidemment, mais c'est un univers auquel lui n'a pas accès, parce que son grand frère, c'est quelque chose qu'il chérit absolument, c'est quelque chose qui est intouchable. Et, le grand frère à 18 ans, lui à 13 ans, et le père est absent, enfin il n'existe pas dans le film, il a quitté le foyer familial, et donc il va se trouver une passion pour le skateboard, et notamment une bande de copains qui doit avoir 17-18 ans, donc 4 personnages qui vont devenir ses meilleurs amis le temps de cet été-là. Et il va donc découvrir le monde formidable, semi-interlope des jeunes de Los Angeles, le skateboard, la musique, les filles, la drogue, l'alcool, bref, tout ce qui fait, comme on dit, le sel de la vie. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, premier long métrage, et je parlais de nostalgie dans l'introduction de cette émission, ce qui pouvait justement laisser un peu à craindre, à la fois donc par le temps abordé, donc l'année 1995, les années 90 reviennent en ce moment en force dans la sphère culturelle en tant que nouvelle nostalgie après les années 80, donc on pouvait craindre que ça participe un peu de cette nouvelle mouvance. C'est filmé en 1.33 avec un grain quand même assez prononcé qui justement fait très années 90 dans sa faconde, et ce qui même en termes de thématique et parfois en termes formels le rapproche des grands cinéastes indépendants qui ont filmé la jeunesse dans les années 90. Je pense notamment à Gus Van Sant, à Larry Clark, à Richard Linklater et à Harmony Korine, qui est un cinéaste à qui il emprunte justement différentes thématiques, différents personnages, mais tout en le traitant à sa manière, c'est-à-dire qu'il ne sera pas forcément aussi frontalement trash, par exemple, que les cinéastes comme Larry Clark ou bien Korine, justement, qui eux étaient justement dans un versant white trash assez prononcé de la jeunesse américaine de ces années-là. Lui, parce que eux, il le filmait vraiment à chaud, avec déjà leur regard d'adulte, alors que lui, il filme ça avec beaucoup de recul, parce que ça revient justement sur sa jeunesse et sur une partie de son adolescence, mais sans un regard rétrograde ou bien nostalgique. Il n'aura pas une version qui sera fantasmée de cet univers-là ou de ces années 90, qui serait supposément les deux nouvelles années dorées, avec aux États-Unis un président qui était vu comme plus progressiste après 15 années de républicains à la Maison-Blanche. En l'occurrence, c'était Bill Clinton, c'était un peu la question de la fin de siècle,
voilà, un genre de nouvelle Amérique qui allait ouvrir vers le nouveau millénaire, donc un faux fantasme en fait d'Amérique glorieuse, enfin de nouvelle Amérique glorieuse. C'est une des seules périodes où l'Amérique n'a pas été frontalement en guerre contre quelqu'un, quoi. Puisqu'il sortait de la guerre d'Irak et c'est juste avant, c'est juste avant le 11 septembre. Voilà. Et c'est 90-91, un peu une genre de parenthèse dorée. Mais qui en France existe aussi. Enfin, moi, pour avoir connu un peu cette période-là, les années 90, c'est la période Jospin. Et finalement, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui s'en souviennent. C'est cœur et tout ça. Comme d'une période. Alors, malgré qu'il y avait pourtant des attentats, il y avait quand même des choses. C'était la même chose en Angleterre, c'était les années Tony Blair. Voilà, c'était l'idée qu'il y avait encore moyen peut-être d'infléchir la course du monde. Voilà. Et qui du coup venait avec des événements et des mouvements culturels qui en participaient en Angleterre. Donc c'était le grand renouveau de la mode, la Britpop, des groupes comme Oasis, Blur, qui justement insufflaient un genre de nouvel esprit qui, tout en plongeant dans le passé, amenait les différentes nations européennes et américaines vers un nouvel élan pour le nouveau millénaire. Au cinéma aux USA, c'était pareil. Il y avait à Hollywood l'avènement du cinéma numérique. Il y avait plusieurs nouveaux mouvement musical qui apparaissait, outre le hip-hop qui prenait toute l'ampleur qu'elle a maintenant. Il y avait le grunge, il y avait le renouveau du folk, il y avait différentes choses là-dedans. Le skate-punk et tout ça. Le punk à roulettes qui était en train de se mettre en place. Tous les groupes de rock australiens, les Helmet, tous les autres groupes de rock prog 90. Enfin non, il y a vraiment eu beaucoup de choses, quoi. Ouais, donc dans cette parenthèse pseudo mais voilà, enchanté des années 90, dans lequel Johnny Hill revient, mais pour lequel il n'a pas une fascination, je trouve, morbide ou bien mortifère, ce qui pourrait être souvent le cas, notamment dans les films qui traitent des années 80 qu'on a vus dans ces dernières années, où c'est genre supposément la décennie du fun, du cool et du fluo. Alors c'était quand même globalement une grosse décennie de merde. Avec beaucoup de crack, et beaucoup de sida quand même. Donc voilà, bon, bof. Là-dedans, quoi. Voilà, bof. Je trouve qu'il jette là-dessus quand même un regard lucide et assez bienveillant, et ce qui en fait un film tout à fait charmant, mais dans le bon sens du terme. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est à la fois sa galerie de personnages et justement c'est ce rapport qu'ont les personnages au fait de ne rien branler et de glander. Ce qui, moi, m'a justement rappelé les films de Richard Linklater, qui est un cinéaste que j'aime énormément. Tu dirais l'amendement Beavis et Butthead. Voilà, exactement. Et qui sont justement à un moment dans le film qu'on voit bien. Justement, l'amendement d'Aria. Voilà, c'est ces personnages crétins qui n'aiment rien de plus que ne rien faire, justement. Glander avec les potes, aller fumer des joints et faire un peu de skateboard en écoutant le Wu-Tang Clan, quoi. Ce qui fait penser à Clerks aussi. Hein, voilà. Bah oui, autre grand cinéaste de la parole et de la glande des années 90, Kevin Smith, où justement, avec des cinéastes comme Tarantino à l'époque, ou bien Ken Williamson, c'était l'avènement de la parole dans le cinéma indépendant, puis après dans le cinéma hollywoodien, et de l'apologie de ne rien branler. Ce qui je trouve toujours assez agréable, et ce qu'on retrouve un petit peu là-dedans. N'oublions pas que le meilleur film de glande de la Terre date des années 90, The Big Lebowski des frères Coen. Le blockbuster de la glande. Ouais, pour moi, qui est le manifeste même de la glande, quoi. Il y a les gens qui aiment The Big Lebowski, puis il y a ceux qui travaillent. Voilà. En gros, c'est ça, quoi. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film de Johnny, c'est que apparemment, il quitterait justement tout le milieu de la bromance qui ont fait son succès dans ses comédies avec Apatow, mais là, il s'en rapproche quand même, sauf qu'au lieu que ce soit une bromance entre deux personnes qui ont justement des relations d'amitié vraiment poussées prout-prout, là, c'est plus des bromances entre un microcosme et entre les différentes relations que le personnage principal, donc qui a 13 ans, a avec tous ses amis qui, eux, sont plus vieux. Il y a une question de fascination, évidemment, envers ses aînés, envers les choses que eux peuvent faire, que ce soit avec des produits stupéfiants, avec des filles, ou tout simplement les figures qu'ils peuvent effectuer en skateboard, mais en même temps, c'est aussi la question de l'impossibilité de l'innocence aux États-Unis, en tout cas dans ces milieux-là, dans les années 90. C'est quelque chose qui, fondamentalement, la perte de l'innocence est déjà actée depuis des années, depuis la guerre du Vietnam quasiment, et c'est quelque chose auquel ces personnages-là pourraient sembler courir. En fait, ils sont absolument pas dupes que de toute façon ce sont ces années-là entre 15 et 18 ans, c'est une parenthèse parfaite où ils ont le droit et ils ont la possibilité de ne rien branler, sauf qu'à un moment il y a deux personnages qui parlent et ils le disent eux-mêmes, au bout d'un moment il faudra bien se mettre à faire un truc genre bosser ou avoir de l'argent pour pouvoir continuer, rentrer dans le rang finalement, quoi. Oui, en fait c'est exactement ça, t'en as bien parlé. Le film en fait n'est pas une exploration politique ou sociologique ou morale comme peuvent le faire par exemple Corinne ou les cinéastes que tu as cités, Corinne
Vincent ou Larry Clark. On pense beaucoup surtout à Larry Clark parce que Larry Clark a sorti son film de skater avec What's Rockers et puis Paranoid Park avec Gus Van Sant aussi. Mais voilà, on est avec ces cinéastes, avec Vincent ou Larry Clark, voilà, on était dans ce que tu disais justement, l'exploration white trash en fait. Et à chaud surtout. Et il y avait une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'être adolescent aux États-Unis. Ici, le film de Jonah Hill, en fait, Jonah Hill se souvient et c'est suffisant. Et c'est tout. Le film est un fait, en fait. Il expose des faits, il ne va pas élaborer de grands discours, de grandes théories sur cette jeunesse américaine. White trash, c'est un petit peu... On va mettre le white trash, on va dire, un peu sur une banlieue moyenne, on va dire ça comme ça. Il y a un personnage qui est évoqué comme venant d'une banlieue white trash parce que justement parce que il refuse de rentrer chez lui à chaque fois que ses potes le déposent, bah en fait il se rebarre parce que son père le bat. Ça reste des faits, même sur la notion familiale, le père est absent, mais néanmoins cette mère... Dans certains films, on pourrait parler de mère courage et compagnie. Ici, pas du tout. En fait, cette mère, elle fait son taf de mère, elle fait son taf, on va dire économique, elle fait son taf familial, et basta. En fait, on n'est pas sur une exploration, on va dire anthropologique d'un microcosme particulier. Ici, non, c'est les souvenirs de Jonah Hill qui sont présents, et c'est en ça que c'est intéressant parce que le film, en fait, ne veut pas jouer au petit malin. Il schlingue la sincérité à tous les bords du cadre. Et surtout, et c'est une des grandes forces en fait, c'est un premier film, enfin il a participé à l'écriture de scénar, mais en tant que metteur en scène c'est son premier film à Jonah Hill, et en fait il a su faire simple, et c'est ça sa plus grande force en fait. On aurait pu croire, comme tu disais, à un écueil un petit peu arty, avec ce grain de l'image, avec ce cadre un petit peu particulier, avec comme tu disais cette course à la nostalgie ou qui va être le plus cool par rapport à machin. Non, ici pas du tout. Il n'y a pas de course c'est pas une course à l'échalote quoi. C'est juste un fait. Et ça, c'est vraiment cette simplicité, cette comment on pourrait dire, ce refus de l'éloquence ou de la dramatisation ou du surpolitique, de la surmorale est totalement absente et c'est un avantage exceptionnel en fait de ce film-là. Le film pourrait paraître mineur, peut-être qu'il l'est. Sûrement, il l'est d'ailleurs, mais néanmoins, ce côté mineur en fait n'enlève rien à sa beauté en fait. Il y a ça en fait au début sur cette question de la nostalgie et du fantasme qu'on pourrait avoir par rapport aux années 90. Quand justement j'en parlais, le gamin regarde la chambre de son grand frère où en fait il y a toute la collection du fringue cool des années 90, quoi. Les pompes de sport, les CD, les cassettes bien rangées, les fringues de sport trop grandes, les machins comme ça, genre la classe totale du jeune qui fait du skate quoi. Et justement, et parce que ce gamin a ce fantasme-là et très vite il l'évacue. Mais est-ce qu'il y a du coup il y a quelque chose qui relèverait du commentaire sur justement l'espèce de matérialisme, c'est-à-dire le fait que la coolitude en fait passe par les marques, et parce que les années 90 c'est aussi la décennie justement de c'est Gap et compagnie de logos quoi, ouais, c'est-à-dire c'est la décennie où justement on va comment ça s'appelle cette notion qui a été développée par Naomi Klein en fait où tu finis par je veux dire, si t'as pas la marque, t'es pas cool en fait. C'est-à-dire que c'est la marque qui te donne la coolitude. Et justement, t'as ça au début. C'est pas toi en fait. Tous les persos du grand frère, c'est que des fringues de marque, c'est que des fringues cool. Et l'enfant pense que c'est vraiment ça le cool. Et en fait, quand il rencontre la bande de jeunes skateurs qui eux ont juste des fringues sans marque, des fringues trop larges de mecs qui font du skate. En fait, le vrai cool, c'est ça quoi. Le vrai cool, c'est être avec ses potes et faire ce qu'on aime. Là, en l'occurrence, c'est faire le kéké sur une planche à roulettes quoi. Voilà, c'est comme Jonah Hill a beaucoup usité de la bromance en fait. Et en fait, c'est ça. C'est juste un film de potes. Il se souvient. En fait, c'est comme si Jonah Hill se souvenait en fait de de sa préadolescence, on va dire ça comme ça, avec des figures un petit peu un peu plus âgées. Donc du coup, il regarde parce qu'en fait, en gros, il y a dans cette bande là, en fait, il y a un gars en fait qui est super fort en skate. En fait, et il a vocation à devenir professionnel. Et du coup, le gosse est totalement... Il a les yeux éberlués devant lui parce qu'il pose des figures comme pas possible. Il réussit toujours du premier coup. Donc voilà, le gamin va essayer de faire un peu le casse-cou. Ça va donner des scènes un petit peu croquignolesques. On pourrait croire extrêmement dramatiques, mais pas du tout. Parce qu'en fait, ça, voilà. C'est drôle quand même. Hein. Oui, voilà, par exemple, il se pète la gueule, il se relève et puis on avance. Voilà, c'est pour ça en fait je disais que c'est un cinéma du fait. C'est parce qu'en fait, il se passe des choses.
où il se passe rien parce que il se branle la nouille quand même bien correctement, et puis c'est tout. Et ça suffit. C'est pas traité sous l'angle du trauma, quoi. Non, voilà, non, pas du tout. Il y a pas de, c'est pas un récit, c'est pas un film d'apprentissage, c'est pas un film initiatique, c'est pas un film sur l'adolescence, c'est pas un film sur les États-Unis des années 90. Non, c'est juste un film sur des potes surconscients, du temps qui passe. Non, c'est un film de potes. Il y a pourtant des éléments dramatiques qui sont liés à la famille, parce que son grand frère est un grand con qui est juste qui est juste un mec paumé comme les autres. Sa mère fait un peu n'importe quoi, justement. Elle ramène beaucoup de ses amants à la maison, dont un justement qui est joué par Harmony Korine, qui apparaît dans le film, qui joue un mec qui se refroque en sortant de la chambre de la mère, justement, d'où l'affiliation qu'il peut avoir aussi avec les films de Korine. Et pour finir, justement, je voulais revenir sur 2 points, je pense qu'ils vous ont beaucoup parlé, mon cher Thibaut, c'est le point t-shirt et l'usage de la musique. C'est-à-dire que, bon, quand même, dans les années 90, aux États-Unis, il y avait, vous pouvez en parler, mon cher docteur, une sacrée paquet de bonnes choses en termes musicaux, notamment en termes de hip-hop. Là, il y a évidemment du Wu-Tang Clan, il y a du Beastie Boys, comme on l'a entendu tout à l'heure, il y a du Cypress Hill. C'est quand même assez impeccable en termes de BO. La BO est mortelle, et surtout que la BO est accompagnée en plus d'un score écrit par... notre papa à tous, très très Nord. Ouais, Mister années 90. Voilà. Donc voilà, et en termes d'années 90, on va pas reprendre, mais bon, The Donner Spiral de Nine Inch Nails, c'est ça. Et justement, l'usage qu'il fait de la musique, il en fait pas, comme c'est souvent le cas dans les films entre guillemets historiques. Il y a un film jukebox où on te mettra tous les tubes possibles, imaginables, où justement on fera péter ils écoutent ça, les gosses écoutent écoutent ça. Donc en fait, on écoute ça dans le film parce que les gosses écoutent ça. C'est juste, et c'est aussi simple que ça. C'est aussi limpide que ça en fait. Et on pourra remarquer, à part avec cette utilisation aussi de la musique, la très très belle séquence finale, l'espèce de générique de fin très très beau, où il y a un truc un peu en fait, voilà, on est à proximité du drame. Et en fait, non, on l'évacue, et puis, puis, et ça, on se retrouve autour d'un bon son, autour d'une figure de skate, et puis autour de potes. On est plus dans l'évocation que dans la reconstitution. C'est ça. C'est pas un drame historique. Non. Ce qui donne, je trouve, tout l'intérêt du film, c'est dans cette fausse candeur qu'on peut y voir, ce qui donne un film vraiment attachant et surtout avec des beaux personnages. Ouais, et puis t'es tronche, je veux dire, le cast. Alors, Jonah Hill est un acteur, comme tu disais, extrêmement compétent d'un point de vue humoristique et dramatique. Mais son casting est quand même super. Son casting est top, et parce qu'en plus, il a su. Jonah Hill a déjà une gueule, il a un corps particulier. Et ici, en fait, il a casté des gueules. C'est que des gueules. Et on a entendu dans le pré-générique, là, le personnage le mec s'appelle Fuck Shit. Il a une tronche, le pélo. Oh putain. Mais voilà, des vraies tronches de cinoche, quoi. Ça fait plaisir. Un tronche de film de Carver et Delpine, quoi. Ouais, c'est ça, où t'as l'impression qu'il sort d'une décharge, quoi. Des vraies tranches de cinoche avec. Donc, il y a une direction d'acteur qui est absolument formidable, avec des gueules. Parce des gueules formidables. T'avais véritablement qu'une seule actrice réellement professionnelle, qui est celle qui joue la mère, qui jouait dans les Animaux Fantastiques, qui était le rôle féminin principal. Ah oui, d'accord. Mais sinon, c'est la seule actrice véritablement professionnelle ou connue. Tous les autres, ce sont des gamins qu'il a castés, qu'il a pris dans la rue à LA, tout ça. Et surtout des mecs qui savent vraiment faire du skate, quoi. Ah ben ça se sent, ça se voit. Enfin, les mecs quand même respirent la planche. Mais voilà, il n'y a pas non plus de. Également, on est à Los Angeles. On va pas sur la découverte d'une ville qu'on a déjà vue de toute façon 50 000 fois au Cinoche. Mais c'est pas chez les pros non plus du skateboard. Non, mais on reste sur le trottoir. Alors on va sur le parvis du tribunal, là où ils sont un peu coursés par les flics, mais c'est tout en fait. Voilà. Et puis un peu de fiesta par-ci par-là. Qui sont quand même très drôles. Ouais, c'est fun. Une belle scène de dépucelage. Oui, et puis très tendre en même temps. Enfin, et puis voilà, il se fout pas de la gueule de ces personnages, quoi. Tu vois que on est à hauteur. On est à hauteur de personnage. À hauteur de minot. À hauteur de minot. Bon, après, on va passer sur le film suivant. On est aussi à hauteur de personnage, mais c'est pour autre chose. Merci pour une très bonne transition, mon cher Thibaut. Donc voilà, c'était le très beau film de Jonah Hill, Mid-90s, qui passe actuellement à l'Arvor, à Rennes. Donc, le film est sorti la semaine dernière. En France, il était à la Berlinale, notamment en début d'année, où il a gagné un prix d'ailleurs, je crois. Donc effectivement, dans un tout autre genre, film aussi à hauteur d'enfant, mais on peut dire un peu moins candide. Et donc pour ça, on va tout de suite se demander et regarder ce que nous avons fait.
Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, c'était The Rolling Stones avec Look What You've Done. Et justement, de regarder ce que nous avons fait, c'est ce dont il est question en grande partie dans le long métrage de L.M. Klimov, Requiem pour un massacre, aussi connu sous le nom en France Va et Regarde, qui est une adaptation littérale du titre original. Film de 1985 qui est ressorti la semaine dernière par Potemkin, qui a fait un très beau travail de restauration, sorti dans un réseau de salles assez limité en France. Et donc c'est un film majeur, extrêmement important et extrêmement choc, on va dire, donc produit en 1985, comme je le disais, par la grande Union soviétique, qui à l'époque était encore des nôtres. Dirigé par le camarade Gorbatchev à l'époque. Exactement, pour le camarade Gorbatchev. La Mosfilm et la Belarusfilm. Exactement, et donc c'est un film based on a true story, et encore L.M. Klimov disait lui-même qu'il a dû amoindrir certaines choses, qui en fait raconte la destinée d'un enfant, Florian, en Biélorussie pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc sur les différents massacres qui ont été effectués par l'armée allemande et les nazis entre 42 et 45, où il y a plus de 628 villages. Oradour-sur-Glane fois 628 villages donc, qui ont été massacrés et brûlés avec tous leurs habitants pendant un laps de temps quand même assez court. Et donc ça suit le trajet de ce personnage-là qui est engagé volontaire dans l'armée de résistance biélorusse contre l'occupant et contre l'envahisseur. Et là, il va découvrir toute la cruauté, la joie de la guerre, les joies de la guerre, voilà. La joie de la guerre, les massacres de masse, les viols, le démembrement, la folie qui ne sera pas passagère. Et c'est un film que L.M. Klimov, donc cinéaste soviétique, a mis quasiment une dizaine d'années avant d'avoir le droit de tourner. Oui. Parce que donc c'était un sujet quand même assez sensible. Et en 1985 donc arrivait le quarantenaire de la victoire de l'armée russe, notamment sur l'armée nazie. Et donc là, le parti l'avait autorisé enfin à tourner son truc. Ce qu'il faut savoir, c'est bonjour le film anniversaire. Waouh. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en soi, le Klimov avait l'idée en 77, le scénario a été écrit en 77, et malgré en fait que Klimov avait ses entrées en fait, on va dire dans l'appareil d'État culturel soviétique, le film devait s'appeler Tuer Hitler, et en fait la commission en fait culturelle soviétique ne voulait pas de ce film parce qu'il y avait le terme notamment Hitler dans le titre. Voilà, il refusait avec le titre. Et donc du coup le scénariste Ales Adamovich, voilà, a réussi. En fait, la commission ne voulait pas a autorisé le film donc en 84. Mais il ne voulait pas que Klimov le réalise, et le scénariste a dit que ça sera lui ou personne d'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que Klimov est un survivant du siège de Stalingrad. Voilà, il était jeune, donc il a bien connu la guerre, et il scénariste, est parti en oral. Ales Adamovich, lui, était un engagé volontaire en 43 dans l'armée de libération de Biélorussie. Donc il pouvait peser un peu quoi sur ça pèse, le vétéran. Donc il connaissait un peu le sujet quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que Klimov, quand il a quitté Stalingrad, donc il est parti en Oural avec, il le raconte, il était en fait, au siège de Leningrad ou de Stalingrad? De Stalingrad. D'accord. Et en fait, il le voit, c'est sa mère en fait qui l'a caché, qu'il projetait de son corps, les fleuves en fait étaient en feu, limite tellement c'était le carnage complet quoi, et en fait il avait 7 ou 9 ans, non 10 ans je crois, bon bref, il était tout petit, et en fait ça l'a traumatisé à vie. Ouais, j'imagine bien, ouais. Voilà, donc, et il s'est dit il faut absolument que je fasse un film là-dessus, parce que si je le fais pas en fait je vais foirer ma vie quoi, enfin c'était un sacerdoce. Et ce sera le dernier métrage d'ailleurs qu'il réalisera. Et donc comme je disais, film majeur, important, extrêmement choc, non seulement pour les choses qui sont montrées, pour les massacres qui sont représentés, mais surtout sur la question du point de vue, puisque donc on suit le point de vue du personnage qui doit avoir 15 ans à peu près, et on s'attache pendant tout le film à son point de vue. Et moi, étonnamment, ça m'a fait penser à un film qui est sorti la même année, film américain de Spielberg, qui s'appelle L'Empire du Soleil, qui suivait Christian Bale, qui avait 15 ans pendant l'invasion de la Chine par l'armée japonaise, où il y avait aussi le point de vue d'un enfant sur le conflit, sur la guerre, sauf que l'enfant, lui, voyait plus ça comme un énorme terrain de jeu, comme des choses vraiment fascinantes, avec son amour des avions. Mais alors que là, la candeur Spielbergienne, la candeur, alors que là, la candeur disparaît quand même extrêmement vite, très vite, et au premier plan. Ouais, quasiment au premier plan. En tout cas, dès que le personnage est véritablement engagé et qu'il voit que tous les vieux briscards qui sont là le méprisent un petit peu, parce que c'est juste un gamin pendant que eux partent au conflit. Donc lui, il est un petit peu dégoûté justement de ne pas pouvoir combattre le nazi, parce que c'est toujours cool de buter des nazis. Mais très vite, la réalité de la guerre va le rattraper pour après plonger dans 2 heures de traumatisme, parce que le film est quand même assez long et c'est assez dense. 2h15, ça fait 2h22 même, je crois. Et
où rien ne nous sera épargné des sévices et de la folie en fait dont l'homme est possible envers d'autres hommes, peu importe leur âge, que ce soit des enfants, des vieillards ou bien des animaux, le régime est le même pour tous. Et pourtant, si on regarde attentivement à la mise en scène, donc il y a le film, on va dire construit en deux. On va éviter de tout spoiler parce que c'est vraiment un film qu'il faut voir. Mais il y a une utilisation du hors-champ en fait qui est assez fascinante parce qu'en fait toute la première partie, on va dire, on est dans cette guerre et pourtant on la voit jamais. On l'entend, le travail sonore est hallucinant. Le sonore participe vraiment avec cet avion, l'oppression qu'on peut. Et cet avion hallucinant qui te fait une espèce de leitmotiv ritournelle, comme un rapace en fait qui va s'abattre dès qu'il arrive sur la Biélorusse, il va se passer un truc. Oh là 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 là. Mais du coup. Hors champ sonore et hors champ visuel parce qu'on ne verra pendant une première partie jamais les atrocités de la guerre en fait, et ça c'est hallucinant. On verra que les conséquences. Ouais, enfin c'est les corps massacrés. Et du coup c'est assez marrant. Et le visage du gamin qui se délite de petit à petit. Et on les voit par rapport à ça. C'est assez marrant de voir comment tu vois un film comme Le Fils de Saul par exemple qui pousse encore plus loin, qui pousse encore plus loin le procédé finalement. Et reste, il y a finalement, tu te rends compte que c'est un film qui a pas mal d'héritage en fait, qui a irrigué justement pas mal de et même d'imagerie de la guerre, du charnier. Ouais, et puis même tu vois même moi je pense à Oliver Stone, à Platoon. Enfin tu vois cette espèce d'impression que parce que ça commence à peu près normalement, puis au bout d'une demi-heure de film, les choses se barrent en couille quoi. Ouais. Et moi, je trouve que, notamment, il se passe quelque chose, en fait, au bout d'une demi-heure de film, c'est-à-dire il y a une explosion, en fait, qui lui bousille l'oreille interne, en fait. Et du coup, il a des troubles auditifs, en fait. Et tout ce que tu dis sur le hors-champ, en fait, ça démarre vraiment avec ça, quoi. C'est-à-dire que tu commences à entendre des voix, des trucs, de la musique, il y a une espèce de musique hyper monocorde, comme ça, derrière, une espèce de musique hyper oppressante, enfin. Et dissonance. Ouais, voilà, et cette espèce et du coup la vision que le personnage a sur le monde peut plus être cette vision naïve finalement qu'il a au début du film ou candide qu'il a au début du film. Elle devient cette espèce de vision fragmentée en fait où plus rien n'a de sens en fait. C'est-à-dire que le son n'a plus de sens quoi. Tu n'arrives plus à savoir quelle est la source sonore de ce que tu entends et tu comprends plus ce que tu vois non plus quoi. Et plus le personnage avance, moi je trouve qu'il y a vraiment un côté cauchemardesque dans ce film-là. C'est-à-dire que d'une scène à l'autre, moi franchement j'ai passé mon temps à me demander mais qu'est-ce qui va lui arriver après quoi. Là tu penses être arrivé à une tas des scènes, tu te dis bon c'est le maximum du film quoi. Et puis en fait non le film il te sans trop révéler ce qui se passe, il te tient bien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le gamin se retrouve dans la guerre, il y a quasiment plus aucun moment de paix pour lui. Quasiment plus aucun. Et pourtant, sur ces questions de violence, il y a presque un côté film d'horreur d'ailleurs. Oui, mais il y a, je trouve, aucune complaisance et aucun voyeurisme, ce qui serait pourtant le risque quand on veut montrer des massacres, des charniers. Tu pourrais très vite tomber dans un truc vraiment excessif. Mais en fait, là, il n'y en a pas besoin. Il y a un côté suffisamment prégnant par la forme. Ouais, voilà. En fait, c'est intéressant parce que c'est très doux en fait en termes de mise en scène. Voilà. Il y a une vraie influence, par exemple, de l'impressionnisme où on est plus donc du coup dans la sensation. Enfin, la première partie, on est vraiment dans l'ordre de la sensation. Il y a même des séquences un petit peu, on va dire semi-oniriques où ils sont dans la forêt avec la jeune fille pré-malikienne, ou Tarkovsky, ou un peu Tarkovskienne. Mais on pense beaucoup à la zone de Tarkovsky. Ouais, voilà, avec l'eau notamment. On pense quand même. Ce territoire biélorusse est filmé de manière absolument magistrale. Sous la brume, par le cinéaste, sous la pluie, avec ses steppes, ses forêts, et on pense vraiment à cette zone-là, à la zone tarkovskienne, parce donc c'est la zone de Stalker, parce qu'on se dit mais cet espace-là, ce territoire-là, mais putain, mais qu'est-ce que c'est en fait ? Qu'est-ce que c'est ? Et puis qu'est-ce que foutent les mecs là ? Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi les nazis sont là ? Qu'est-ce qu'il y a à conquérir ? Et un questionnement perpétuel pendant une heure, on se questionne perpétuellement, c'est hallucinant. Tu te perds surtout. Et tu te perds. Parce qu'en fait, t'as l'impression qu'ils errent T'as l'impression qu'ils tournent en rond. Dans 10 km², tellement tout se ressemble tout le temps. Les forêts sont les mêmes, c'est des larges steppes qui ressemblent à rien. On dirait la forêt d'Augan dans le Morbihan. T'as l'impression que c'est vraiment un truc. C'est une toute petite zone. Et qu'est-ce que vient foutre l'armée nazie là-dedans où il y a strictement rien à conquérir. Et c'est pour ça que pour moi, le film. Et ça vient à la fin. Le film, alors il y a une explication, mais le film tend vers le film d'horreur à ce moment-là parce que les nazis, en fait, jusqu'à
la grosse scène de la deuxième partie du film, en fait, n'apparaissent quasiment pas face caméra. Ce sont des ombres. Alors c'est un mannequin, ce sont des silhouettes dans le brouillard, voilà, ou c'est voilà des explosions, des mines, des choses comme ça. C'est une ils présence. Ne sont pas personnifiés. Voilà, ils sont pas personnifiés. Il y a presque un côté film de zombies, quoi. Enfin, avec ces personnages qui arrivent comme ça, puis qui se voilà, et où t'as des villages entiers qui disparaissent. Enfin, il y a un plan qui est absolument incroyable quand il revient dans son village la première fois. Et t'as tout. Alors ça, par exemple, tu parlais de l'hors-champ sonore. Il y a c'est une super scène, quoi. Il revient dans son village, et toi, tu sens bien qu'il tu sens bien qu'il y a personne dans le village et tout. Tu te sens bien que c'est pas cool du tout, quoi. Et en fait, il rentre dans la maison de la mère, et là, il y a des mouches, quoi. Et tu comprends, tu vois, c'est ça le pire, c'est que tu comprends, en fait. Toi, tu comprends pourquoi est-ce qu'il y a des mouches. Tu dis, tu t'attends le moment où on va découvrir le cadavre. Et là, je te dis, pour moi, on est vraiment dans un truc de film d'horreur. Et c'est, sans révéler comment, c'est un contre-champ, en fait. Et c'est pas lui qui le voit, c'est elle, quoi. Et là, il y a un plan qui est superbe, comme c'est ça. Même hyper rapide. Mais par contre, c'est un plan, c'est un plan, et là, t'as tout compris de ce qui s'est passé. Et là, tu sais que, voilà, il faut pas rester là du tout. Enfin, tu as le sentiment du danger, le sentiment de la mort qui rôde. Et comme tu disais, hein, uniquement par du hors-champ, par des sons de mouches, quoi. Enfin, et ce qui est d'autant plus sans impressionnant, pathos, c'est que cette absence de pathos, cette prégnance du hors-champ et de la profondeur de champ également, avec ces ombres, comme tu dis, c'est qu'en fait, à un moment, ça bascule. L'expérimentation, l'aspect sensoriel des choses, à un moment, ça a basculé. Parce que Klimov, ce qu'il veut nous montrer aussi, il veut nous faire témoin de la barbarie humaine et de la saloperie humaine. Et en fait, il veut nous faire témoin. Donc, il nous fait témoin via 2 procédés, il me semble. C'est comment il fait le champ contre champ. En fait, c'est des regards caméra. En fait, et en fait, le contre champ, c'est nous, le spectateur. Beaucoup de regards caméra. Ouais, donc ça, c'est hallucinant. Et cette deuxième partie où on va aller sur l'horreur frontale. C'est que voilà, on est au bout d'un moment. Il nous mixe l'horreur. L'horreur, elle est en même temps sensitive, l'horreur physique, presque gasparnoïenne. Voilà, c'est pas encore salaud. On est quand même un ton au-dessous de salaud. Et après, mais au bout d'un moment, l'histoire et la saloperie historique et la marche de l'histoire, en fait, l'avancée de l'histoire fait que, en fait, on va arriver sur la dernière séquence. La scène du pont, on va pas trop en parler non plus. Qui est une leçon de montage. Et pareil, là, tu parlais de hors-champ. Et du didactisme qui moi, m'a fait penser à Croix de fer de Pékin-Pas. Ah ben ouais, exactement. Un peu plus ancien qui date de 1977, mais où il y avait le même genre de discours sur la guerre et la même violence frontale, sans complaisance, ou qui te raconte juste l'horreur manifeste. Et puis c'est vrai que ces regards caméra c'est vrai que l'acteur est complètement incroyable. Ces regards caméra qu'il a, en fait, sont... Il y a des fois, on a l'impression qu'il nous regarde et qu'il nous demande, et on a l'impression qu'il nous demande du regard, est-ce qu'il est en train de vivre ce qu'il est en train de vivre, quoi. Mais comme s'il nous demandait, mais est-ce que vous voyez, justement, comme si, enfin, je veux dire, oui, ouais. Voilà, d'où le titre, voilà, en fait. c'est ça. Viens et regarde. Et il y a des moments où, en fait, où on se sent assez démuni par rapport à ce personnage, parce qu'on a franchement envie de l'aider, quoi. Qui est une citation qui vient vers regarde de l'Apocalypse selon Saint Jean, justement. Parce qu'à la base, c'était tuer Hitler. L'Apocalypse, c'est viens et regarde. Et puis alors, quand on parle de tuer Hitler, enfin, il y a un plan, enfin, il y a le meurtre d'Hitler a lieu finalement dans le film, et qui donne lieu à un truc, enfin, pour moi, typiquement soviétique, d'image d'actualité, avec un tout petit truc à la con, mais qui est, moi je trouve qui est d'une efficacité mais redoutable, où là tu retrouves le grand cinéma soviétique, je trouve, expérimental des années 20. Enfin voilà, tu sens quoi que ce mec-là vient, voilà, tu sens tout l'héritage de ce cinéma soviétique, et dans ce qu'il a de bon, justement, et pas simplement de cinéma de propagande, bon, ce qu'il y a de formellement innovant, et en même temps qui nous parle du sens de l'histoire, de la civilisation, et puis comment voilà, quelque part le vainqueur d'une heure devient le vaincu de l'heure suivante, quoi, parce que là ça se passe quasiment d'une heure sur l'autre, quoi. C'est-à-dire que ceux qui étaient les monstres nazis finissent par devenir de petites merdes pathétiques qui se chient dessus dès que le truc se retourne contre eux. Enfin voilà, c'est le pathétique de la victoire. Ah ouais, c'est terrible, quoi. Parce que même la victoire a un goût de cendre, quoi. C'est-à-dire que même la victoire apporte pas de satisfaction au personnage, finalement, et même la vengeance apporte pas de satisfaction au personnage. Et c'est dans le film. Puis bon, il y a quand même tout cet art du plan séquence. Voilà, justement, j'allais venir sur la forme, parce qu'on parlait du son tout à l'heure. Il y a un mixage extrêmement particulier qui est
assez dissonant, et ce qui est justement mêlé avec une forme, comme je disais, qui est extrêmement belle, qui est extrêmement opératique. Et ce que travaille beaucoup Klimov dans le film, c'est la question du plan long et du plan séquence, c'est-à-dire qu'il va le travailler jusqu'à l'épuisement, à la fois du personnage et du spectateur, où il y a des scènes vraiment de performance physique et de performance psychologique. Ou t'as froid pour les personnages. T'as une scène de traversée dans un marécage, mais qui est abominable de longueur, de douleur physique, mais pour tout le monde, quoi. Ah bah oui, il fait ça. Et tu sens que les acteurs souffrent. Ouais. Et tu sens que les acteurs en chient. Tu sens la minette, tu sens que c'est des vraies larmes. L'actrice, tu sens qu'elle en chie bien. Le film est tourné entièrement à la Steadicam. Ouais, c'est assez. Alors comment est-ce que ce mec-là s'est retrouvé? Alors, est-ce qu'il y avait des Steadicam? Moi, c'est ça que quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais depuis quand il y a des Steadicam en URSS? Moi, j'ai pas souvenir que chez Tarkovsky, il y a des Steadicam. Surtout qu'en plus, c'est quand même. Et surtout que c'est du steady qui est assez compliqué parce qu'il y a pas mal de séquences qui se déroulent dans des tout petits bois. Ouais. Et c'est vraiment extrêmement mobile. Je sais pas comment ils ont fait. À un moment, je me suis demandé, c'est une caméra au point qu'ils avaient créée ou leur propre système de Steadicam. Mais c'est vrai que c'est formellement, en termes d'innovation, c'est extrêmement impressionnant. Ah bah, moi, c'est pas pour moi, ça annonce. Enfin, moi, ce que je disais tout à l'heure, ça annonce les fils de l'homme de Cuarón, Iñárritu, ça annonce tout ça. Enfin, pour moi, les fils de l'homme de Cuarón, c'est évident que c'est la question de la performance à la fois de l'acteur formellement, formellement, c'est une relecture de ce film-là. La patine, ce côté sombre, ce côté brun, la patine de la photo. Cette photo très très grisâtre, très très brune. Enfin, moi, j'ai vraiment retrouvé les fils de l'homme et puis même ce sentiment d'immersion, quoi. Ce sentiment d'être, tu sais, dans les. Alors d'un côté, tu vois, ça annonce Cuarón, et de l'autre côté, moi, ça me fait penser au Sentier de la Gloire aussi, quoi. Cette manière de circuler à travers les hommes, à travers des foules qui s'écartent comme ça. Enfin, il y a des trucs très kubrickiens, en fait, à certains moments dans le film, notamment quand le gamin va voir le corps de ce vieil homme qu'on voit au début et qui est brûlé, là, et qu'il y a toutes les femmes qui sont en train de pleurer, où ça vire quasiment à la crise mystique collective. Et justement, ces scènes de crise mystique là, moi, ça m'a fait penser, y compris pour les scènes oniriques dont on parlait dans les bois, tout ça, à un autre grand cinéaste soviétique de l'époque qui est Sergei Parajanov. Ouais, voilà, c'est ça, il y a Parajanov aussi. On sent tout l'héritage. C'est pas aussi bizarre. Non, c'est pas aussi bizarre parce que c'est pas aussi païen ou aussi mystique, mais on sent toute cette influence de tout le cinéma soviétique. On parlait des avant-gardes des années 20, pardon. Il y a le cinéma de Parajanov. On sent qu'il reprend tout cet héritage à son compte sans tomber dans une citation ou genre une monstration de sa cinéphilie ou bien de sa culture, alors qu'on sait que c'est quelqu'un extrêmement qui a beaucoup bossé pour les arts officiels à Moscou. Je trouve que c'est moins intellectualisant. Ouais, c'est pas. Tu vois, que Tarkovsky ou Parajanov. Oui. Il y a moins ce côté, mais qui est très Eisenstein, ce côté du cinéma comme discours, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, on est dans une espèce de forme. On sent que le mec a quand même vu des films américains, tu vois. Je trouve que c'est un film qui est vraiment assez hybride, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont totalement soviétiques, et en même temps, il y a une espèce de puissance. De narrative et que ça annonce la perestroïka. Non mais voilà, tu sens que c'est plus le cinéma, voilà, justement, c'est un cinéma soviétique qui est plus dans l'action, enfin ou qui retourne plus à l'action, qui retourne plus vers Eisenstein, justement, ou vers le cuirassé Potemkin, vers Octobre, ou vers des films comme ça. Je sais pas, mais je trouve qu'il y a moins ce côté contemplatif, en fait. Enfin, c'est compliqué parce qu'effectivement il y a ce côté malikien, effectivement, la nature, le côté animiste, et en même temps il se passe toujours quelque chose. Enfin, tu vois, c'est pas Stalker, quoi. Tu vois, les personnages s'arrêtent pour parler de philosophie, d'architecture, quoi. Tu vois, c'est. Mais pourtant, on est sur territoire. Ouais. Et on pourra aussi souligner il me semble, le très très beau plan final, à la fois hommage, réflexion sur la noirceur. C'est juste un plan séquence. Il faut pas en dire. C'est un plan extrêmement simple, mais d'une beauté sidérante, qui, à mon avis, qui parle. Moi, il m'a raconté plein de trucs. Il m'a raconté 1000 thèmes. Du coup, ce serait plus à rapprocher finalement, pas de Stalker, mais je pense de l'enfance d'Ivan. Alors l'enfance d'Ivan, carrément. Carrément. Et de comment il s'appelle son premier film là, ce soir nous ne quitterons pas nos postes. Je crois qui est le tout premier. Je crois que c'est le tout premier Tarkovsky, celui-là. Et oui, l'enfance d'Ivan, c'est clair que l'enfance d'Ivan, enfin toutes les scènes de rivière, les scènes de marécage, c'est complètement. Parce qu'il y a aussi cette impression de gens qui tournent en rond dans un espace finalement qui est. Ouais, du coup, ça paraît immense, mais en fait c'est tout petit. Enfin, c'est un espèce de truc bizarre où t'as l'impression que les gens sont perdus là dans des petits bois et des trucs et que ça s'arrête jamais, quoi. Oui, une espèce d'enfer terrestre, en fait. C'est-à-dire, il y a quelque chose, mais il y a quelque chose de presque mystique, je trouve, dans ce film-là, parce qu'il y a vraiment, il y a un côté Jérôme Bosch à certains moments, quoi. Il y a un côté,
tu vois, dans le côté, il y a un côté presque peinture médiévale notamment dans la deuxième partie avec les nazis, dans les visages grimaçants, dans le côté grotesque, quoi, et puis dans la multitude de détails incroyables qu'il y a dans les cadres, quoi. Tu vois des détails, mais enfin, je pense que c'est un film à voir plusieurs fois pour ça, parce que je pense qu'il y a vraiment il y a plein de choses à voir dans un film à voir plusieurs fois, mais ce qui est tellement pas aimable. Le format est intéressant parce que, comme tu dis, donc il enferme littéralement les personnages dans son film et dans l'histoire, et donc dans la folie, meurtrière de l'homme. C'est du 4/3, c'est du 1/37. Mais en même temps, il arrive à construire son cadre, il n'est jamais saturé, et pourtant comme tu dis, il y a 1000 détails. Alors par contre, c'est toujours très lisible. C'est hyper lisible, c'est hallucinant. Ces visages en fait qui sont en amorce du plan, et puis avec l'autre qui part. Enfin, c'est d'une beauté. De l'objectif à double focale qui est absolument incroyable. Une des derniers plans de fin, c'est hallucinante. C'est, je pense que voilà, on a bientôt fini l'émission, mais on n'a pas assez de 30 minutes pour parler de ce film-là. Gros faut le voir plusieurs fois, bien entendu. C'est un film qui est d'une richesse formelle et thématique qui est absolument incroyable. Puis ça annonce tellement de trucs. Ça annonce le soldat Ryan. Enfin, tu vois à quel point c'est toujours marrant quand tu vois un film russe de 85, tu vois à quel point le film, en fait, il influence discrètement mais sûrement le cinéma américain des 20 dernières années. C'est un film bigger than life, quoi. C'est un Stalker, c'est un 2001 l'Odyssée de l'espace. Enfin, c'est des films de cette ampleur-là. Mais avec il va plus loin. Mais avec un côté justement, sans ce côté justement intello, quoi, quelque part, entre guillemets, quoi, avec un côté c'est purement sensitif, un côté brut de pomme, quoi, un côté un côté un côté expérience, quoi, effectivement un peu malikienne ou pré-malikienne. C'est un film qui est assez difficile à définir parce que je trouve qu'il est vraiment au croisement. C'est vraiment un film de 85, quoi. C'est-à-dire qu'il est au croisement d'un cinéma soviétique assez qui est hyper spécifique, et en même temps d'un cinéma soviétique qui est en train de s'ouvrir à l'Occident, et j'ai du mal à croire qu'il ait pas vu Shining, qu'il a pas vu. J'ai vraiment du mal à croire ça, moi. J'ai vraiment du mal à croire, parce que pour utiliser le Steadicam comme ça, c'est obligé qu'il ait été regardé. Enfin, il a dû rencontrer Gareth Brand. Enfin, je sais plus. Ça, là, je connais pas l'histoire, mais. Plus tôt aussi, t'as aussi des trucs comme Soi Kuba qui sont des chefs-d'œuvre opératiques. Oui, puis le cinéma soviétique a déjà une tradition de la prouesse technique, que ce soit chez Tarkovsky, après Sokourov plus tard. C'est chez Sokourov. Enfin, mais c'est vrai que cet usage du Steadicam, moi, m'a extrêmement surpris. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi mobile, en fait, comme film. Je m'attendais à un film plus fixe, Je m'attendais à quelque chose de plus fixe, Et en fait, c'est très très surprenant de ce point de vue-là, ce film-là. Mais c'est un très beau film. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est le très beau et très difficile film de L.M. Klimov, Requiem pour un massacre. Oui, c'est pas un film pizza, il faut bien préciser. Va et regarde, ressorti la semaine dernière en salle par Potemkin, et on vous encourage vivement, très très vivement, à découvrir ce film que je ne pourrais pas qualifier de merveilleux, mais en tout cas de... Essentiel, exactement. Ouais, non, c'est un film important. Voilà. C'est important. On va passer au coup de cœur, Dr. Erwan. On va toujours dans la même veine joyeuse et fantasque. Ça sera le documentaire L'avocat de la terreur de Barbet Schroeder, consacré à Jacques Vergès. Je l'ai pas vu. Comment est-ce qu'on passe de l'extrême gauche à l'extrême droite en moins de 50 ans. Et c'est et tous les petits policiers de la pensée, d'extrême gauche actuelle qui ont 20 ans, ferait bien de regarder ce film-là pour savoir à quoi ils vont ressembler quand ils en auront 70. Merci, Carrément Fleuret. Moi, ça va être Requiem pour un massacre, un film bouleversant, absolument un film exceptionnel. Et puis aussi film, on va dire, qui parle de la guerre, c'est Loin du Vietnam. Film collectif initié par Chris Marker en 1967, qui annonce en fait le cinéma militant français et toute la vague après post-68 Hard. Mais voilà, un film extrêmement important, un montage hallucinant. Et le patron c'est qui ? Le patron c'est Chris Marker. Et moi aussi, pour continuer dans la veine bonne humeur, ça sera Une jeunesse allemande, documentaire de Jean-Gabriel Perriot sur la bande Bader Meinhof. Film d'archives, film de montage absolument prodigieux, une leçon justement de documentaire historique absolument ébouriffant. Je vous recommande au passage le livre d'entretien que Jean-Gabriel Perriot a fait avec Alain Brossat, qui est philosophe et qui est sorti l'année dernière, que je remercie Gall de me l'avoir conseillé, c'est absolument passionnant. Et autre feel good movie, c'est Todo Modo de Elio Petri avec Gian Maria Volonté et Marcello Mastroianni sur la chute des sociodémocrates qui se tirent dans les pattes au milieu des années 70. C'est absolument
Magnifique. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Merci messieurs. Merci à Gal pour la technique. Big up à Carla, 1995 représente. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut. Salut.